Il y a une réelle mutation, et cette mutation, elle est générationnelle. On en a parlé des milliards de fois, mais cette mutation générationnelle, elle est réellement importante et il faut la prendre en compte, car elle va s'accentuer. Quand on parle de génération, on parle de collectionneurs, on parle de tranches d'âge, et on parle de centres d'intérêt. Les collectionneurs qui ont 70 ans, ceux qui en ont 50, ceux qui en ont 30, ne s'intéressent pas à la même chose. C'est les points de vue, il suffit de déjeuner en famille un dimanche le week-end et on s'aperçoit bien qu'autour de la table, tout le monde n'est pas d'accord. Bonjour, bienvenue sur Investor TV dans notre émission Idées de placement. Idées de placement dans les voitures de collection aujourd'hui avec Gauthier Rossignol, directeur associé de la maison de vente Agut. Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez venu nous voir en début d'année, en janvier 2024. Vous nous avez expliqué que les prix des voitures de collection étaient cycliques. Qu'il y avait une flambée des prix entre 2008 et 2015, plus 476%, ensuite une nouvelle explosion après le Covid, un ralentissement en 2023. À l'orée de 2025, comment est orienté le marché ? Avant de parler de 2025, vos chiffres sont les bons. En effet, 2008-2015, une explosion dans la valorisation du marché. Et puis, depuis 2023, un léger tassement. Alors, certains diront, non, c'est à partir de 2024 qu'il y a un tassement. D'autres diront depuis 2022. En réalité, ce n'est pas chacun m'envoie midi à sa porte, mais tous les acteurs du marché ne sont pas impactés de la même manière. Ça, c'est pour les bases, pour clarifier les choses. Mais il est clair qu'après les années Covid, on a vu, après ces années un peu euphoriques du point de vue du marché, on a vu un léger tassement. D'accord. Ce tassement est en train de s'accentuer ou d'arriver chez certains de nos confrères qui ne l'ont pas forcément senti de la même manière en 2023, mais très clairement, on voit qu'il y a un tassement. Ce tassement s'explique non pas que les valeurs s'effondrent, mais qu'il y a une réelle mutation, et cette mutation, elle est générationnelle. On en a parlé des milliards de fois, mais cette mutation générationnelle, elle est réellement importante et il faut la prendre en compte, car elle va s'accentuer. Quand on parle de génération, on parle de collectionneurs, on parle de tranches d'âge, et on parle de centres d'intérêt. Les collectionneurs qui ont 70 ans, ceux qui en ont 50, ceux qui en ont 30, ne s'intéressent pas à la même chose. C'est les points de vue, il suffit de déjeuner en famille un dimanche le week-end et on s'aperçoit bien qu'autour de la table, tout le monde n'est pas d'accord. C'est exactement la même chose parce qu'il y en a de tous les âges. Et bien là, on se doit de s'adapter. Et c'est ce que font tous les intervenants sur le marché. Ceux qui ne s'adaptent pas, vous connaissez la recette, ça n'ira pas. Ceux qui s'adaptent se doivent absolument de se plier au goût du moment. Alors il y a des modes, et comme toute mode, tout est cyclique. Et justement, et c'est un peu surprenant, on s'aperçoit qu'il y a des niches, mais comme dans tout marché, il y a des niches. Mais une niche qui était les voitures d'avant-guerre était très clairement un petit peu, on va dire, en pente douce, mais au sein de cette niche qui est assez large, d'autres se révèlent comme les voitures sportives d'avant-guerre, ce qu'on appelle les culs pointus pour les moins novices d'entre nous, on va dire. C'est très clairement une tendance qui s'accentue. Alors, vous m'amenez sur la question suivante, vous l'avez bien préparée. Donc, alors justement, quels sont les véhicules qui sont les plus recherchés et qui vont être le plus recherchés donc, dans les prochaines années ? J'ai pas de boule de cristal, mais aujourd'hui, on voit bien que tout va plus vite. Ce qui était l'âge d'or de l'automobile 50, 60, 70, c'est décalé à 90, 2000. Et on voit même que 2010 arrive beaucoup plus tôt que prévu. Et les marques, les modèles Alors, les marques, les modèles, Ferrari est un micro-marché, mais un marché extraordinaire. Parce que si on le compare par exemple à une marque qui n'est pas réellement comparable, mais qui est Citroën, qui est la marque la plus collectionnée dans le monde et la plus répandue auprès des collectionneurs, c'est un marché qui est plus large, en nombre, pas forcément en valeur. Ferrari est un marché en valeur nettement plus important, mais avec moins de modèles. Mais c'est un marché qui ne répond qu'à ses règles. Ferrari, c'est la valeur sûre, c'est un peu le Hermès de la voiture de collection. Exactement. Il y a Porsche, il y a Aston Martin. Certaines personnes ont tendance à ne pas miser sur le premier,
parce que le premier, entre guillemets, c'est, je ne sais pas si on peut le dire, mais c'est comme acheter du LVMH. Je vous avais dit acheter du Hermès. Oui. On ne sait jamais que c'est du bon père de famille et on sait toujours que ça va continuer en bon père de famille. Mhm. Acheter des seconds couteaux, ce qui avait été très bénéfique pour certains investisseurs entre 2008 et 2015, Oui. c'était acheter du Alfa Romeo, c'était acheter du Maserati, c'était acheter du Mercedes. Et ça avait marché parce que ça avait été porté Mhm. par les leaders du marché. En réalité, aujourd'hui, si on se penche sur des voitures des années 2010 qui sont très clairement considérées par Bercy comme des voitures d'occasion, elles sont très clairement des voitures de collection ou des voitures prestigieuses qui vont avoir un avenir radieux en collection. D'accord. La seule chose, c'est qu'elles arrivent beaucoup plus tôt que prévu en Donc, collection. du coup, on a un prix plus bas avec un potentiel plus-value Eh plus bien, élevé. écoutez, un prix plus bas, pas réel, parce qu'aujourd'hui, on voit que ces valeurs commencent déjà à grimper pour D'accord. des voitures de 2010. Alors qu'une voiture qui avait 15 ans, il y a encore 10 ans, était encore considérée comme une voiture d'occasion et n'arrivait pas encore, tardait à arriver sur le marché de la collection. D'accord. Alors, pouvez-vous nous rappeler les critères importants auxquels doit être attentif un collectionneur investisseur qui veut acquérir des voitures de collection? Écoutez, il doit avant toute chose acheter une voiture qui lui plaît. Ça paraît un peu naïf, ce que je vous dis. Oui, c'est un investisseur en passion, bien sûr. C'est la base. Mhm. Tous les collectionneurs ne sont pas passionnés. Tous les professionnels du secteur ne sont pas passionnés. Mais il faut aimer ça. Et quand on achète une voiture en se disant plutôt qu'on est à la recherche d'un placement plutôt que d'un investissement, un investissement, c'est quelque chose qui est censé vous rapporter de l'argent tous les ans. On n'achète pas une voiture comme on achète des terres avec un rendement. Mhm. On achète une automobile de collection parce qu'on a envie de se faire plaisir, parce qu'elle nous plaît et parce qu'on peut en avoir l'utilité. Cette notion est essentielle parce qu'une voiture, on est obligé de rouler avec pour qu'elle s'entretienne. Si vous ne roulez pas avec, ça va vous coûter bien plus cher que de l'utiliser presque quotidiennement. Alors, c'est surprenant, mais c'est pas comme un bateau. Voilà, un bateau, vous pouvez pas le rentrer dans un parking. Une voiture, c'est le cas. La seule chose, c'est que c'est la pire des choses à faire. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut acheter, après qu'on ait trouvé la voiture qui nous convenait, c'est acheter une voiture avec un historique clair, c'est acheter une voiture dans un bon état. Ça ne veut pas dire un état concours. Et aujourd'hui, je ne suis pas forcément d'accord avec le nombre de personnes qui souhaitent acheter les voitures parfaites sur le papier, parfaites dans l'écrin et en dehors. On achète une voiture avant tout pour ce qu'elle peut nous procurer, parfois pour l'image qu'elle renvoie, pour l'histoire qu'elle raconte et ce qu'elle transcende un peu chez nous. Mhm. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent à moi en me disant « J'aimerais, Gauthier, une voiture qui ait son moteur d'origine, sa peinture d'origine, sa teinte d'origine, son cuir d'origine, ses carnets d'entretien, sa trousse à outils. » Et en réalité, c'est très bien. Ils ont tout à fait le droit et ça existe. La seule chose, c'est que fait-on de toutes ces excellentes voitures qui, de par leurs histoires, ont eu un voile de peinture, ou un propriétaire qui, dans les années 80, avait une Ferrari qui n'était pas rouge, qui s'est dit « une Ferrari, ça doit être rouge, je la repeins ». Est-ce que ça fait de cette voiture une mauvaise voiture? Est-ce que ça fait de cette voiture une voiture qui ne peut pas être vendable? Non. Mhm. Bien sûr qu'il y a une décote, mais cette décote, elle doit être raisonnable et il ne faut surtout pas entre guillemets, mettre de côté ces autos-là. D'accord. Ça reste de bonnes autos. L'investissement de bon père de famille, c'est d'acheter l'élément parfait. L'élément parfait existe et il y a plein d'autres voitures sur le marché qui sont très bonnes à acheter aujourd'hui et souvent en faisant de bonnes opérations. Alors, toute cette connaissance, tous ces conseils, vous la tirez donc du terrain, hein, puisque vous réalisez régulièrement des sûr. ventes. Le 5 octobre, vous étiez à Bruxelles pour une vente qui est intitulée le Auto World, je crois. C'était à Auto World, qui est un musée un peu comme le Grand Palais est à Paris. D'accord, ok. Oui, exactement. Et, comment ça s'est passé la vente et quels ont été, donnez-nous quelques exemples de véhicules qui ont affolé les compteurs ou en l'occurrence les comptes en banque. Ça s'est très bien passé. C'était une première pour la maison Agut d'avoir. C'était la première fois qu'une maison française organisait une vente déjà à l'international. Monaco étant sur le territoire français et ayant une TVA, la même TVA. Bruxelles, tout est différent. Et cette vente fut un véritable succès. On avait 77 lots. On a fait un petit peu plus de 4,5 millions de résultats. C'est 86% des lots vendus, ce qui est aujourd'hui un très gros score. Faut savoir qu'Agut a
le score le plus important sur ce marché. On appelle ça le taux de performance. On vend plus de 75% de nos lots à chaque vente. D'accord, c'est-à-dire que les véhicules ne sont pas retirés parce qu'ils n'atteignent pas exactement, le prix ça veut dire aussi réserve. que c'est à mettre en balance avec un autre élément, c'est que certains de mes confrères décident de vendre 200 voitures dans une même vente. Je prends le contre-pied de ça, parce que je pars du principe qu'on ne peut pas défendre chaque lot dans une même vente. À un moment donné, les lots se font concurrence. Oui. Alors que la clé, c'est de faire en sorte que les enchérisseurs soient en concurrence. Bien sûr. Et en réalité, en n'ayant que 75-80 lots, ça nous permet, à mon équipe et moi-même, d'être dédiés à 300% à nos acheteurs pour mieux défendre l'intérêt de nos vendeurs. Et cette vente, 4,5 millions de résultats, 86% de lots vendus, c'est un réel succès. Petite information supplémentaire, c'est, si je ne dis pas de bêtises, 53 nouveaux clients. Donc pour nous, justement, le fait d'être à Bruxelles, vous avez élargi. On s'est rapproché de certains de nos clients et on a eu la bonne surprise d'en découvrir bon nombre encore. Donc ça, c'était très bien. Mais ça ne s'arrête pas là. 2024 continue. On a une vente le 1er décembre. Vous savez, on orchestre notre année avec 3 rendez-vous. La vente de printemps en mars, la vente d'été en juin, et puis la vente d'automne à l'Espace Champéret, donc le 1er l'Espace octobre. Champéret dans le 17e arrondissement de Paris, tout à fait. Alors, donnez-nous quelques véhicules qui seront au catalogue. On en a quelques-uns. Alors là, on va être à 85 voitures de collection, allant des années 30. Je crois que la plus récente est de 2014, c'est une Ferrari spéciale, une 458 spéciale, donc une série limitée de chez Ferrari. On a pas mal de Ferrari, mais aussi des voitures un peu plus populaires, ce qu'on appelle aussi parfois les Youngtimers. Dans les Youngtimers, on a une Jaguar XJS qui est absolument splendide en première main, une Lancia Delta intégrale HF 16 soupapes, une Peugeot 306 Cabriolet Roland Garros. Ça, c'est des petits prix. On en voit quelques-unes qui défilent à l'écran. Voilà. Ensuite, on a les Youngtimers dans une autre catégorie, 550 Maranello chez Ferrari, j'allais dire sa concurrente de l'époque, qui était l'Aston Martin Vanquish. Et puis pour les amoureux des années 50, 60, 70, bien sûr Jaguar Type E, une très belle collection de Lancia. Mais ça ne s'arrête pas là, car on va mettre en avant des collections, en particulier cette fois-ci. Et je vous parlais de second couteau. On ne peut pas dire qu'Aston Martin en soit un, mais en l'occurrence, on va présenter certainement le plus bel héritage que nous a laissé Aston Martin, parce qu'on va présenter une collection de 5 Aston Martin, allant d'une Aston Martin DB2 Drophead Coupé, qui est un modèle extrêmement rare, à une Aston Martin V12 Speedster, qui est nettement plus récente, qui est en plus une série limitée, c'est celle du film Top Gun. Donc elle est à l'image de Maverick. C'est une voiture qui n'a pas de pare-brise, c'est ce qu'on appelait une barquette à l'époque. C'est un véritable concept car sur route, 77 exemplaires produits. La valorisation de cette collection, elle est entre 2,7 millions et 3,4 millions. Elle sera présentée le 1er décembre. Mais à côté de ça, on a également une collection qui s'appelle Victory at His Peak. Pourquoi ? Parce que son propriétaire a tout gagné au volant de ces 3 voitures. C'est un compétiteur hors pair. Il vient d'être titré champion de France au volant de sa Porsche 930 Turbo. Et course historique, c'est ça ? Il court en historique. Il a gagné le Tour Auto au volant de sa Jaguar Type 3.8 semi-lightweight. Et également, il a couru avec un proto 2 litres, une Chevron B19. C'est des voitures iconiques de cette période-là, extrêmement performantes. Et là encore, c'est une niche. Et justement, c'est ce qu'on se plaît à présenter, plutôt que de présenter ce que tout le monde attend, c'est-à-dire une énième Ferrari, une énième Porsche, une énième Aston Martin. On va à autre chose en essayant toujours de créer quelque chose de cohérent, en ne laissant pas une voiture seule dans sa catégorie, pour réunir le maximum d'enchérisseurs s'intéressant à cette spécialité. Parce qu'au sein d'une spécialité, voilà, il y a encore plein de particularités qu'il faut savoir mettre en avant. Je crois que vous aurez donné envie aux aficionados et puis même aux profanes donc, de venir vous rejoindre le 1er octobre donc à l'Espace Champéret. J'imagine que le catalogue est en ligne sur le site Agit. Le catalogue sort jeudi 14 novembre prochain. On est à Epoch-Auto à Lyon ce week-end, qui est le 2e plus grand salon français après Rétromobile. On sera bien sûr à Rétromobile en février 2025. Mais oui, ça va être un moment intense. Il faut savoir que la fin de l'année est toujours un moment assez chargé. Mais en 2023, on avait eu le plaisir de se rencontrer à peu près à la même période et on avait réalisé la plus belle vente en Europe au 4e trimestre. Donc on espère que la vente du 1er décembre... De réitérer donc exactement. la performance. Merci Gauthier. Et puis rendez-vous donc le 1er octobre donc, à l'Espace Champéret à Paris. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec de nouvelles idées de placement.